Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Zélie. Aujourd'hui, en attendant la prochaine conversation avec une femme inspirée et inspirante qui arrivera bientôt, nous allons vous raconter et vous commenter un article du numéro de juin 2025. On va parler de ce que nous apprend le temps cyclique. Nous allons essayer de voir cela grâce à 4 regards différents. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le temps cyclique ? C'est quand même pas très souvent qu'on en parle. Alors en fait la notion de cycle, ça vient de kyklos en grec qui veut dire cercle. C'est une notion qu'on trouve dans la nature, en fait, le cycle de la vie, le cycle de la lune, du soleil, de la fécondité féminine, le cycle de l'eau ou celui des saisons, c'est des cycles naturels que Dieu a créés en fait, et que sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Alors du coup, ça peut nous sembler un petit peu contraignant parce qu'en fait, on peut pas maîtriser ces fameux cycles, on peut pas faire lever le soleil plus tôt. Pareil, si on part en montagne, la météo, c'est pas nous qui allons la maîtriser. Donc du coup, le cycle, ça a d'un côté ce côté un peu négatif, ça peut être un peu monotone, un peu prévisible, un peu répétitif. À l'inverse, souvent on oppose le temps cyclique, qui est un temps organique en fait, un temps biologique, au temps linéaire, qui n'est pas un cercle, qui est plutôt une flèche, avec le côté quantifiable, les heures, les rendez-vous, souvent le temps économique, industriel est plutôt un temps linéaire avec une notion un peu de progrès. Mais cela dit, c'est vrai qu'on voit ce temps linéaire aussi, c'est pas forcément négatif non plus, le temps linéaire. Par exemple, la Bible, c'est un temps linéaire, on est dans l'attente du Messie, et puis à la fin, le Messie, Jésus arrive, et puis maintenant on est dans l'attente de son retour en gloire. Donc voilà, il y a à chaque fois cette notion de ligne et de progression. Et aussi le temps cyclique, ça a quand même des avantages. Il y a un côté rassurant dans le temps cyclique, on sait que après l'hiver vient le printemps, ça revient toujours. Il y a aussi un côté contrasté, c'est vrai que les saisons, quand on vit dans un climat tempéré comme en France, où il y a 4 saisons, en fait c'est super parce que c'est tout le temps changeant, il fait froid, et puis quelques mois plus tard, il va faire beaucoup plus chaud. Parfois quand on est en été, on se dit en fait c'est super bien l'hiver, une ambiance cocooning, la neige et tout, même si en vrai il n'y a pas forcément beaucoup de neige, ça dépend des régions. Et puis en hiver, à l'inverse, on va dire l'été c'est génial, le soleil, profiter de l'air, de la verdure et tout. Donc il y a vraiment un contraste qui est assez agréable. Et puis en plus dans le temps cyclique, il y a aussi l'avantage d'une contemplation où on refait sans cesse un peu le même chemin. Par exemple, je sais pas, dans l'année liturgique, à chaque fois, qui est cyclique, à chaque fois on refait Pâques, Noël, le carême, et en fait à chaque fois on essaie de progresser. Alors ça veut pas forcément dire être forcément beaucoup plus performant, si tant est qu'on peut être performant dans la vie spirituelle, et on va peut-être plutôt justement se dépouiller de quelque chose. Et donc dans le numéro de juin 2025, déjà gros coup de tonnerre, en faisant des recherches sur le temps, je m'aperçois que le temps est avant tout social. Avant on n'avait pas besoin de temps puisque à l'époque où on était nomades dans la préhistoire, il suffisait de vivre tous ensemble et de vivre au rythme de la lune et du soleil, il n'y avait pas de montre. C'est plutôt quand les hommes sont devenus sédentaires que là ils se sont dit faut pouvoir se donner rendez-vous, faut pouvoir organiser un peu tout ça. Donc d'ailleurs on va en parler avec les Sumériens. Et donc gros scoop aussi, même si on le savait, mais que le temps est relatif. C'est Einstein avec sa théorie de la relativité, qui est assez complexe, je prétends pas avoir tout compris de cette relativité, mais ce qu'on nous dit, c'est que dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein postule que le temps et l'espace ne sont pas absolus. Ils peuvent apparaître différemment pour des observateurs distincts. Par exemple, en 1971, on a emporté dans un avion 4 horloges atomiques de haute précision autour de la Terre. À l'atterrissage, l'heure de ces horloges comparée avec les horloges restées sur Terre, il y avait une toute petite différence de quelques milliardièmes de secondes en moins dans les horloges de l'avion. Einstein a complété sa théorie que je viens d'évoquer un petit peu, qui est la relativité restreinte, avec la relativité générale. Cette fois même au niveau de l'univers, la présence de masse, comme celle du Soleil ou de la Lune, modifie l'espace-temps. En fait, la courbure de l'espace n'a pas seulement un effet sur le corps, elle dévie la lumière et dilate le temps, et donc à des vitesses élevées ou au voisinage de masses
considérable, le temps s'écoule plus lentement. Alors c'est vrai que c'est quand même une découverte au XXe siècle qui a un peu révolutionné la physique. C'est un petit peu fou tout ça. Mais alors j'en arrive enfin à ces 4 regards sur les temps cycliques. Pourquoi 4 regards ? Parce qu'il y aurait pu en avoir 8 ou 25. En fait, comme un peu tous les mystères, les choses qu'on n'a jamais fini de contempler, le temps, et notamment le temps cyclique, il s'observe, on tourne autour, on essaie de comprendre un petit peu par différents moyens. Et cette richesse de la temporalité cyclique, on va d'abord l'observer à travers le regard de la réalisatrice Cécile Mavet. J'ai découvert Cécile Mavet dans le magazine La Vie, dans lequel un portrait lui était consacré. Alors, en fait, en décembre 2019, cette réalisatrice, Cécile Mavet, s'est installée dans une cabane chez les petites sœurs du désert à Chimay, en Belgique. Au milieu des arbres dépouillés par l'hiver, elle a décidé de consacrer plusieurs mois à sa vie intérieure. En fait, il s'agissait d'un projet particulier. Déjà, pendant plusieurs années, elle avait filmé des femmes qui l'inspiraient pour leur vie intérieure, issue d'une tradition spirituelle. Par exemple, l'orthodoxie, le judaïsme, le tantrisme ou encore le soufisme. Donc elle avait interrogé toutes ces femmes, et là, cette fois, elle était avec des petites sœurs du désert, elle a dialogué avec elles, et c'est très beau, c'est très épuré en fait comme ambiance, parce que elle était quand même pendant 6 mois dans la forêt, et elle a laissé donc infuser au fond d'elle toutes les paroles entendues par ces femmes que je viens d'évoquer. Et en fait, elle a filmé cette expérience de retraite solitaire, et elle en a tiré un documentaire sorti en 2022 qui s'appelle Wild Woman, difficile à prononcer, femme sauvage au pluriel, on pourrait traduire comme ça, même si wild, ça a un sens assez riche en anglais. Et donc, ce film, c'est une vision très particulière du temps, lente, mais jamais monotone. Elle filme des petits riens de sa vie d'ermitage. Donc, elle filme une araignée qui se déplace, une cuillère de lentilles. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que le film, la vidéo permet, de filmer des petites choses qu'on prend pas le temps de voir dans notre quotidien. Là, on s'arrête, on regarde des tout petites choses, des tout petits mouvements, et on entre dans la contemplation. La nature joue un grand rôle dans le film, tant l'auteur souhaite, comme elle le dit dans la voix off du film, qui raconte un peu toute cette expérience des 6 mois dans la forêt, dans une cabane, une petite maison, elle veut accorder son corps à l'environnement. Donc, elle filme le vent qui secoue les arbres, la neige qui assourdit le paysage, le printemps qui germe. On voit du coup très bien vraiment les mouvements de vie qu'il y a dans la nature, qui est simple et belle, hein, c'est vraiment une forêt, j'allais dire lambda, mais aussi du coup dans sa vie émotionnelle, qui est un peu en résonance avec cette nature. Il y a la joie de Noël, mais après il y a aussi une période un peu plus difficile, là, au cœur de l'hiver, où elle sent que ses blessures d'enfance, de jeunesse remontent, parce que d'habitude on a des anesthésiants dans nos vies, donc par exemple la consommation, le bruit, le flux d'informations, ça parfois ça met un peu un couvercle sur nos émotions enfouies, et là il y a rien pour étouffer ça. C'est un peu la vie un peu nue où tout est vécu de manière intense, parce que il n'y a pas ce côté anesthésiant auquel on a recours, un film, enfin voilà, des choses qui vont un petit peu nous distraire de notre intériorité. Donc Cécile Mavet dans Wild Woman filme souvent la lune, mais aussi elle évoque aussi même ses règles, donc les règles du cycle féminin qu'on associe justement souvent à la durée du cycle lunaire, puisque le cycle féminin fait en moyenne 28 jours. Alors évidemment c'est qu'une moyenne, et il me semble avoir lu que seuls 13% des femmes ont vraiment 28 jours de cycle, ça peut être plus ou moins, mais quand même c'est associé à ça. Et malgré l'inconfort ressenti pendant les règles, elle y voit un dépouillement, quand on perd quelque chose, c'est un peu comme un masque qui tombe, et donc elle touche ainsi, comme elle dit, à l'acceptation de la vie, de la mort et du regain de vie après la mort. C'est vraiment, elle réussit vraiment à filmer quelque chose de très très ténu à la fois, mais aussi quelque chose de très universel, qui est vraiment ce rythme de la mort et de la vie qui fonde notre univers. Alors maintenant, on va parler du cycle annuel. Comme on l'observe, chaque année, on revit les mêmes mois, les mêmes semaines, les mêmes saisons. Mais au fait, les saisons, qui les a inventées, qui les a découvertes ? Alors c'est en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, les prêtres du peuple sumérien ont commencé à tenir un registre des lunes
et des conditions météorologiques, comme le raconte Wolfgang Bloom dans La découverte du temps, qui est un gros livre édité chez Place des Victoires que j'ai lu pour ce dossier et qui est vraiment passionnant sur tous les aspects du temps de manière assez approfondie. Alors les prêtres sumériens, ils ont pensé que le succès des cultures dépendait de 3 saisons. La saison des inondations, la saison où les plantes poussaient et la saison de la chaleur sèche. Ils conclurent que chaque saison durait environ 4 lunes. Donc ils ont fait un calendrier lunaire qui était de 354 jours. Mais ils ont observé que les saisons, donc qui correspondent du coup à l'année solaire, et le calendrier lunaire, lui, il se décalait, qu'il manquait 11 jours par rapport à l'année solaire. Donc ils ont ajouté quelques jours supplémentaires au calendrier de temps en temps. Donc ça c'est l'année solaire, et puis il y a l'année lunaire. Elle a été conservée, cette année lunaire, en fait, dans certains calendriers, comme le calendrier juif, indien ou encore chinois. C'est aussi le cas chez les musulmans, d'où le fait que le ramadan, il se décale chaque année, il n'est pas à la même date. Et puis on peut noter aussi qu'il a encore une influence, ce calendrier lunaire, sur la fête de Pâques chez les chrétiens, puisque la fête de Pâques est placée le dimanche suivant la première lune de printemps. On peut voir ça dans les calendriers, c'est comme ça qu'est décidé Pâques, et donc aussi le mercredi des cendres qui est avant, et puis la Pentecôte qui est après, etc. Alors, on a parlé du soleil, de la lune, mais il y a aussi les étoiles. Le calendrier astronomique, il a déjà été utilisé par les Sumériens, ce peuple dont on parlait. Et en fait, c'est eux qui ont inventé l'année astronomique, c'est-à-dire avec les signes du zodiaque. En fait, ils ont imaginé que le cercle que le soleil semblait décrire autour de la Terre, comme ça, était divisé en 12 portions égales. Et pour chaque portion, ils ont associé la constellation dans laquelle le soleil se trouvait à ce moment-là. Donc du coup, ça donne le bélier, le taureau, le cancer, etc., qui déterminent un peu les différentes périodes du temps astronomique. Et dans l'art occidental, le Moyen-Âge, on voit les signes du zodiaque dans des représentations, même dans des églises et tout. Parfois on se dit mais qu'est-ce que c'est les signes du zodiaque, parce qu'on associe ça à l'astrologie, aux espèces de prédictions qu'on peut faire avec l'astrologie. Mais en fait, ces signes du zodiaque qui sont très anciens, et c'était juste une manière à l'origine vraiment de mesurer le temps et non pas de dire qu'est-ce qui allait se passer dans votre journée. Alors, 3e regard sur le temps cyclique. Cette fois, on va parler du témoignage d'une lectrice, Gisèle, qui a répondu à notre appel à témoignage sur le temps cyclique. Donc Gisèle qui a 80 ans. C'est super de voir que les lectrices de Zélie ont un peu tous les âges de la vie, en tout cas à partir de l'âge adulte. Alors elle a nommé son témoignage « Ma ronde à 4 temps ». D'ailleurs, c'est amusant parce que elle compare un petit peu le temps cyclique à une partition de musique. Dans la musique, il y a des temps, il y a des refrains aussi, donc le temps cyclique est très présent dans la musique aussi. Surtout quand on rejoue tout le temps le même morceau. Ça me fait penser à une interview de Cécile Tête, qui est violoniste à l'Opéra de Paris, qu'on a interviewé dans les premiers épisodes du podcast de Zélie. Vous pouvez le retrouver facilement, c'est peut-être l'épisode 6 ou 7, je pense. Et en fait, elle dit que quand elle joue une pièce de musique, elle la joue à plusieurs représentations de l'Opéra de Paris, et donc elle se dit cette partie je l'ai faite, ensuite celle-là, et en fait quand elle rejoue cette partie, 5 jours plus tard, elle refait encore le même. Elle se dit bon allez, cette partie c'est fini, donc elle connaît un peu par cœur toutes ces parties. Et c'est vrai que j'en profite pour dire que dans le temps cyclique, il y a aussi la dimension de rituel. On va en reparler. Alors Gisèle, elle nous dit: le premier élément cyclique visible à mon œil d'enfant était la rentrée des classes, associée aux marronniers dans la cour d'école et aux facéties auxquelles se livraient les élèves avec les bogues piquantes. Dans la petite ville de ma jeunesse, où chaque famille avait peu ou prou son lopin de jardin, j'ai souvent entendu dire « il faut semer les pois à tel quartier de lune ou replanter les iris à tel autre, voire couper les cheveux à celui-ci ». Mais l'influence de l'astre lunaire n'avait alors aucune incidence pour moi. Devenu ado, c'était les processions tôt, matinales, lors des rogations, qui me plongeaient dans la fraîcheur de la rosée, printanière, sur les sentiers fleuris, avant d'aller au collège. Sympa le trajet pour le collège. Jeune adulte, au Canada, après l'hiver interminable, je guettais le printemps fugitif avant de plonger dans la chaleur estivale. Puis venait la parenthèse automnale, majestueuse et flamboyante, dans laquelle je me lovais voluptueusement pour mieux me préparer à accueillir la froidure hivernale, que l'on savait être de longue durée.
peu après, en Côte d'Ivoire, j'expérimente la longue saison chaude monotone et sans surprise qui fait que le matin, aucun casse-tête sur comment m'habiller, une simple tenue légère simplifie la garde-robe. Certes, après s'ensuit la saison des pluies, mais j'ai quitté le pays avant d'en garder un vrai souvenir. Assurément, je suis pro Vivaldi et je m'enchante à chacune de nos 4 saisons. J'apprécie les variations de ton, de teinte, de température et de tempo. Je rends grâce au divin créateur pour cette formidable symphonie que je savoure au rythme quadri-annuel. Parvenu au dernier carton de ma vie, je contemple mes cycles de vie comme autant d'aventures autour du monde et de rencontres vécues en partage. Et les 4 saisons se vivent aussi dans chaque cycle, selon des durées variables, non assujetties aux phénomènes cosmiques, mais à un rythme personnalisé. Et les saveurs assorties qui en découlent ont ce goût du fumet qui authentifie votre vie et la rend à nul autre pareil. Merci Seigneur pour ta signature qui paraphe chaque page de la partition. On voit un peu je trouve la sagesse de Gisèle qui est effectivement a vécu de nombreuses expériences et nous livre ça. Je trouve ça merci beaucoup à elle. Et on va finir par un 4e et dernier regard sur le fait de donner naissance ou entrer dans le temps horticole. J'ai découvert ce livre de la sage-femme américaine Nancy Bardack. Ça s'appelle « Se préparer à la naissance en pleine conscience ». J'avais acheté ce livre pour préparer à la naissance de mon 3e enfant, mais c'est un peu grâce à ce livre, je pense, que j'ai découvert la notion de un peu temps organique et temps linéaire. Alors elle appelle ça temps horticole et temps industriel. Donc pour résumer, horticole, c'est les saisons, c'est la terre qui décide, c'est la météo, c'est le temps qui décide. Et puis temps industriel, là c'est les hommes qui décident, c'est les humains qui planifient quoi. Donc dans ce livre, Nancy Bardack affirme à propos de la préparation à la naissance. Il peut être déstabilisant de n'avoir qu'une estimation de la date de l'accouchement. C'est pour cette raison que dès le premier cours de préparation à la naissance, j'encourage les couples à ne pas se fixer sur la date prévue, ce qui est déjà un bon début de pratique. Je leur suggère de remplacer cette date par des formules comme « Nous allons avoir notre bébé vers la fin mars » ou « Peut-être autour du 15 avril ». Ainsi, l'esprit s'habitue au « je ne sais pas » et se familiarise avec les aléas du futur. Nancy Bardack souligne en effet que la grossesse et l'accouchement se déroulent selon des lois liées au rythme de la nature, qu'elle nomme temps horticole. Celui-ci s'harmonise avec le processus du monde vivant, les végétaux avec les saisons, et les êtres humains avec la naissance, la croissance, le vieillissement et la mort. On peut dire que beaucoup de causes et de conditions en jeu dans la nature échappent à notre contrôle, comme un agriculteur pourra très bien en témoigner. Alors, comme je le disais, à ce temps horticole, Nancy Bardack oppose le rythme industriel, calé sur l'écoulement des secondes, des minutes et des heures, qui est un temps social, qui apparaît plus rapide et stimulant à première vue. La date de l'accouchement, qui appartient le plus souvent au rythme de la nature, rappelle que nous sommes des êtres biologiques et que nous vivons en fait toujours selon ce rythme de la nature. Nancy Bardack dit « Quand vous vous rendez compte que vous ne pourrez plus donner de date exacte de l'accouchement, et qu'après la naissance, vous allez devoir vous caler sur les rythmes alimentaires de votre enfant, de son sommeil et de sa croissance, à ce moment-là, il vous sera nécessaire d'entrer intimement en harmonie avec le rythme de la nature. » Et on pourrait dire aussi, on pourrait ajouter à ces mots que la naissance rappelle que nous vivons les rythmes des mammifères. Donc c'est vrai que quand une femme vient d'avoir un bébé, elle se situe énormément dans ce temps assez lent de nourrir son enfant, le changer, lui donner son bain, etc. Des choses très cycliques et très répétitives et qui peuvent même sembler parfois monotones et ennuyeuses. Surtout si elle n'est pas accompagnée, elle peut se trouver en décalage avec le reste du monde qui est resté, lui, dans ce temps linéaire, et donc ça peut être difficile d'être complètement en décallage, et la solution ça va être peut-être si elle trouve une autre femme qui a un peu ce même temps, qui a eu un enfant à peu près en même temps qu'elle, elle va créer une autre sociabilité qui est plus basée sur les rendez-vous, les sorties, les soirées, les échéances qui sont forcément complètement au second plan, au moins dans un premier temps. Et donc elle va être avec cette communauté de femmes, de mères qui vivent selon cette norme-là et dans ce temps cyclique. Évidemment, ça peut être aussi les pères, ça dépend comment ils peuvent organiser leur congé paternité ou autre.
Alors, dans le numéro de juin, que je vous encourage vivement à lire, on complète ce que je vous ai dit à l'instant par le regard d'un philosophe et maraîcher bio, Mathieu Yon, qui a écrit Sortir de l'accélération pour une écologie du temps, où en fait, il parle du temps cyclique notamment, mais à travers ce travail de la terre, qui est un peu, je trouve, le même que le travail, le maternage, on va dire, parce que c'est prendre soin de quelqu'un en se fondant un petit peu dans son rythme à lui, parce que la vie, elle a besoin de temps, justement. Et c'est quand il dit que tout le monde part en vacances, sauf lui en été, et que ça peut être un peu lassant. En fait, il dit, c'est en se penchant vers ces cultures et en leur parlant, oui, que qu'il va en fait recréer un peu le lien et le consoler. Et c'est vrai que souvent on dit quand par exemple on s'occupe de quelqu'un, mais que ça peut être un enfant ou ça peut être pour les aidants quelqu'un de malade ou autre, et ce qui va consoler d'être un petit peu un peu contraint en fait, c'est ce lien avec la personne qui peut être extrêmement riche et qui apprend en fait ce qui est essentiel dans la vie. C'est pas de courir après des rendez-vous, c'est l'instant présent, c'est l'amour, c'est l'éternité. Et enfin, dans ce numéro de juin 2025, vous pouvez retrouver une rencontre avec Mathilde Vincelot, qui est passionnée par la brocante. Justement, elle vit aussi au rythme de son potager de moutons à la campagne dans le Berry. Vous trouvez le portrait d'Agathe de Saint-Exupéry, qui est fromagère à Paris, sur l'île Saint-Louis. Vous pouvez trouver des idées pour mieux comprendre le sommeil. Alors justement, dans le sommeil, il y a la notion de cycle, il y a la notion de... le sommeil, c'est vraiment quelque chose... là aussi, on n'a pas de prise dessus, on doit un petit peu se couler dedans, lâcher prise, ce qui est évidemment difficile. Et il y a le témoignage de Myriam Roberge-Dillon, qui a réussi à dormir après 20 ans d'insomnie. Et en fait, elle dit la clé pour elle, ça a été entre autres de pas chercher à dormir à tout prix, parce qu'en fait dormir, c'est une façon de s'abandonner un peu à l'inconnu et ça peut être angoissant pour certaines personnes, mais juste de se reposer, et à force de un peu se vider la tête, on finit par s'endormir, un peu comme effet secondaire. On parle aussi dans le numéro de juin 2025, donc le lien sera dans la description du podcast, l'histoire de Jeanne Garnier, pionnière des soins palliatifs. On parle d'inspiration en mode et décoration autour du cercle, puisque c'est un numéro sur le cycle, le cercle. Il y a les bonnes nouvelles de mai, il y a la vie de Sainte Fébronie et bien d'autres articles. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous plonger un peu dans ce beau thème du temps cyclique et du temps qui est vraiment un mystère en fait, qu'on retrouve dans le numéro de juin. Le lien effectivement est en dessous du podcast, sinon sur Google vous mettez vous mettez magazine Zélie juin 2025, vous le retrouvez, ou encore sur notre site, soit en page d'accueil, soit par la suite dans la page des anciens numéros du site. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé, et à bientôt pour un nouvel épisode.